Bienvenue à notre exploration du parcours incroyable de Jeanne d'Arc. La question est là, tenace. Comment une jeune paysanne, sans rien en somme, a pu devenir chef de guerre et influencer les puissants en pleine guerre de 100 ans? Pour bien saisir le défi, il faut imaginer la France de 1429. C'est un royaume, à genoux. Presque 100 ans de guerre contre l'Angleterre? Un siècle, oui. Le Nord, Paris inclus, est occupé. Le dauphin Charles, le futur Charles VII, n'est même pas encore roi officiellement. Pas sacré à Reims, c'est ça? Le lieu symbolique, Exactement. pas d'onction divine, donc sa légitimité est fragile. Et puis la noblesse française, elle est complètement divisée. Certains grands seigneurs sont carrément avec les Anglais et leurs alliés les Bourguignons. Le chaos total, quoi. C'est ça. Et c'est là, dans ce désespoir ambiant, qu'arrive Jeanne. Avec un message, complètement fou pour l'époque. Elle dit venir de la part de Dieu, Voilà. envoyé par Dieu pour sauver la France, bouter les Anglais hors du royaume et, surtout, faire sacrer le dauphin à Reims. Et ça, dans un contexte où la guerre est vue comme une lutte spirituelle, ça doit avoir un écho particulier, non? Un écho énorme, oui. Mais attention, ça se heurte tout de suite à un scepticisme immense à la cour de Chinon. Les conseillers, les nobles, les clercs, ils se méfient. Une illuminée. Une manipulatrice peut-être. Exactement. Voire pire, une hérétique. Donc elle doit prouver. Il y a cette fameuse anecdote où elle reconnaît Charles déguisé, Oui, on la connaît bien celle-là. mais le test décisif, le vrai, c'est l'examen théologique à Poitiers. Ah, ça ce n'était pas juste pour la forme, j'imagine. L'enjeu politique devait être énorme. Ah oui, crucial. Pour Charles, s'associer à quelqu'un guidé par le diable ou juste hérétique, c'était la fin. Ça aurait ruiné le peu de légitimité qui lui restait. Il fallait absolument que sa mission soit validée comme divine. C'est ça. Ou en tout cas, acceptable théologiquement. C'était vital pour sa propre cause, pour la cause du dauphin. Et miracle ou presque, elle réussit cet examen, elle obtient cette validation. Contre toute attente, oui. Et Charles VII, peut-être qu'il n'avait plus grand-chose à perdre. Ou peut-être qu'il y a cru vraiment. Il décide de jouer cette carte. Et lui donne une armée, enfin une troupe. Une petite armée, oui. Mais attention, sous surveillance. Il la met sous la supervision de capitaines aguerris. C'était un test, en fait. Un test grandeur nature. Et là, nouveau défi, se faire respecter par ces vieux briscards, les Dunois, Laïr, des noms connus. Ah oui, imaginez leur tête. Une gamine qui débarque et veut leur dire quoi faire. Pourtant, elle dit gagne à sa cause, et assez vite. Comment? Par sa foi uniquement. Pas seulement. Par une bravoure physique assez incroyable. À Orléans, elle est blessée, mais elle retourne au combat. Ça force le respect des soldats. Le courage sur le terrain. Voilà. Et puis, elle impose une discipline morale assez stricte. Fini les blasphèmes, elle chasse les femmes de mauvaise vie du camp. Ça peut paraître secondaire, mais Mais ça a dû changer l'ambiance, redonner un sens, non? tout à fait. Ça redonne un côté mission quasi sacré à une armée souvent démoralisée et indisciplinée. Et elle n'est pas juste une mascotte, Elle participe au conseil de guerre, elle pousse à l'attaque quand les autres hésitent. Son audace tactique, elle paye. Elle paye, oui. Orléans, c'est en grande partie grâce à cette impulsion. Et toute la campagne de la Loire qui suit. Elle détonne, vraiment. Mais cette montée en puissance, cette influence qui grandit, ça a dû commencer à grincer des dents à la cour, non? Ah, inévitablement. Son succès la rend populaire, mais aussi incontrôlable. Elle ne rentre pas dans les jeux d'alliance, les calculs politiques des nobles. Elle devient gênante. Gênante, oui. Certains la voient comme une menace pour leur propre pouvoir, pour les négociations qu'ils essaient de mener en coulisses. Donc c'est fou, mais c'est après son plus grand succès, le sacre de Charles VII à Reims, Qu'elle a rendu possible, que sa situation devient plus fragile. c'est tout le paradoxe. Une fois roi, Charles VII retrouve sa légitimité, et là il préfère la diplomatie, la négociation, notamment avec les Bourguignons, et Jeanne qui veut continuer la guerre à tout prix. Elle devient un poids politique. Sa vision intransigeante ne colle plus avec la stratégie du roi. La réelle politique reprend le dessus. Et ça mène à son abandon. Quand elle est capturée à Compiègne en mai 1430, le roi, la cour, silence radio, ou presque. C'est un abandon assez clair, oui. Aucune tentative sérieuse pour la récupérer, ni rançon, ni échange. Les Bourguignons, eux, la vendent aux Anglais. Pour qui elle était une cible parfaite. Une cible politique de premier choix. La faire condamner, c'était atteindre le roi qu'elle avait fait sacrer. D'où le procès de Rouen, mené par l'évêque Cochon, un allié des Anglais. Exactement. Un procès en hérésie complètement biaisé, joué d'avance, malgré sa défense, d'ailleurs assez remarquable. Elle est condamnée. Condamnée pour hérésie et brûlée vive le 30 mai 1431.
Une fin terrible. Mais pas tout à fait la fin de son histoire, heureusement. Non, parce que 25 ans plus tard, en 1456, c'est Charles VII lui-même qui va demander la révision de ce procès. Une réhabilitation, hein. Oui, une annulation du jugement. Et bien plus tard, l'Église catholique va même la canoniser, en 1920. Quand on regarde tout ça, ce qui est saisissant, c'est vraiment cette capacité à s'imposer dans un monde où tout était contre elle, femme, roturière, sans expérience militaire. C'est ça. Elle s'impose par sa conviction, par son charisme, par sa foi. Peu importe comment on l'interprète, c'est un leadership qui ne vient pas du statut, mais de l'inspiration pure. Une inspiration capable de renverser des montagnes en temps de crise. Tout à fait. Elle montre que le leadership peut naître là où on ne l'attend pas, en défiant toutes les normes. Ce qui nous laisse avec une question peut-être. Est-ce que l'histoire de Jeanne ne nous dit pas que c'est justement dans les moments de crise profonde, quand les repères s'effondrent, que peuvent surgir les formes de leadership les plus inattendues et les plus marquantes ?